Tous les trois, on va vous présenter cette enquête. Alors, l'objectif aujourd'hui, vu le temps qu'on a, c'est pas de vous présenter l'entièreté des résultats. On n'aura pas le temps de passer à travers l'ensemble d'entre elles. L'objectif, c'est de vous partager déjà le processus de partenariat qu'on a mené pour réaliser cette enquête. C'est-à-dire comment on construit, dans une période, par exemple, d'épidémie comme celle qu'on a eue, un projet, quand on a une idée en tant que professionnel comme usager, comment on peut l'organiser, comment on peut le structurer pour mener ça ensemble. Entre usagers et partenaires et professionnels de santé. Et ensuite, une fois qu'on l'a mené ensemble, qu'on a identifié les questions ensemble, qu'on a vu comment pouvoir les diffuser dans un certain contexte, comment on va l'analyser ensemble. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ce que vous allez voir, on s'est astreint à une méthodologie d'analyse qui est donc de s'assurer qu'on regarde les résultats ensemble, mais surtout aussi qu'on va choisir les catégories de codage ensemble, c'est-à-dire d'essayer de comprendre c'est quoi les principaux messages qui sortent de ce questionnaire-là. Donc, on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail de certaines de ces questions qui vont vous intéresser le plus. Alors, juste, je n'ai pas le contrôle dessus. Cathy, est-ce que tu peux… Merci. Tu peux mettre les deux, s'il te plaît? Donc, on a fait deux itérations. La première étant pendant le confinement en tant que tel, et la deuxième étant au moment du déconfinement. Donc, ça va influencer un petit peu les réponses des répondants, vous allez le voir. Et ce qui nous intéressait, le nombre n'est pas… L'objectif n'était pas de viser l'ensemble des citoyens en Bretagne, on est resté sur la région donc Bretagne, mais surtout d'aller chercher des gens expérimentés dans le champ. Donc, on a été travailler avec des gens qui étaient déjà en partenariat avec les organisations, donc des patients ressources, des patients experts, des représentants d'usagers, etc., et des gens qui étaient déjà patients partenaires de leurs propres soins. Donc, c'est un peu comme dans le milieu scientifique, quand vous allez chercher une revue de littérature ou une méta-analyse, c'est un article qui regroupe toutes les connaissances faites sur un sujet dans un domaine, ben on s'est dit, dans cette période-là où on avait besoin d'informations rapides et de personnes qui avaient déjà réfléchi au sujet, on a d'abord, dans un premier temps, essayé d'aller chercher auprès de ces personnes-là qui avaient beaucoup d'expérience de partenariat et qui allaient nous dire, est-ce que dans vos relations de partenariat avec vos soignants, est-ce que ça a changé pendant cette période-là? Est-ce que cette crise épidémique a changé votre manière de réussir à coopérer avec les professionnels de santé? Et la deuxième question qu'a demandé, c'est au niveau de l'organisation des soins, vous qui êtes représentant des usagers, vous qui êtes patient expert dans des programmes d'éducation thérapeutique, vous qui êtes patient ressource dans un service de sclérose en plaques, comment ça change en ce moment votre coopération avec l'équipe de santé et auprès des autres patients que vous accompagnez? Donc, c'est pour ça qu'on s'est concentré, vous voyez, ça fait quand même plusieurs centaines de répondants, mais ce n'est pas l'équivalent de ce que fait par exemple France Asso Santé à l'échelle nationale avec des nombres qui dépassent les plusieurs milliers à chaque fois. On a un autre type de résultats. Tu peux avoir la suivante, s'il te plaît, Cathy? Donc, tu peux me mener l'ensemble d'entre elles. Donc, juste pour vous dire comment ça s'est fait, tout ce qui était quantitatif, c'est-à-dire de savoir si c'était, est-ce que vous avez quel est votre degré de confiance dans le contexte actuel envers le système de santé? Ben là, c'était de 1 à 10. Là, on n'avait pas besoin d'un double codage. Donc là, c'est l'équipe du CAPS Bretagne qui s'en est équipée. Mais dès l'instant qu'il y avait de l'interprétation, dès l'instant qu'il y avait des personnes qui rentraient des mots, des phrases, des plaidoyers, des critiques, des propositions, des innovations. Là, à ce moment-là, comme c'est plus compliqué à s'assurer qu'on comprend bien ce que la personne veut dire, et qu'en tant que professionnel, on peut avoir tendance à projeter ses propres intérêts, ses propres catégories sur ce qu'on est en train de lire, et pareil pour les usagers, on s'assurer que chacun d'entre nous le fasse. Donc à chaque fois, Vanessa comme Cathy, on a fait ce travail-là, et on a donc croisé nos résultats. Alors, tu peux afficher l'ensemble d'entre elles. On ne rentre pas trop dans le détail de celle-là au complet, il y en a encore une, s'il te plaît. Dans celle-ci, mais c'est juste pour vous montrer le profil globalement des répondants. Vous voyez, il y a environ 50% d'usagers là-dedans, 30% de proches ou aidants, et le reste était des professionnels de santé ou des personnes engagées dans un rôle, par exemple des représentants d'usagers qui ne seraient pas des patients en tant que tels, par exemple. Vous voyez que hommes-femmes, donc davantage de femmes, un âge médian relativement élevé, des personnes plus les personnes étaient âgées, en tout cas se sont montrées plus concernées, ils ont davantage répondu au test. Au questionnaire, pardon. Et ce que vous voyez aussi, c'est que deux autres questions qu'on a posées pour voir comment ça a influencé leurs résultats, c'était la première chose. Est-ce que vous avez été touché? Est-ce que vous avez développé la Covid-19 pour voir si ça influence le degré de confiance des personnes envers le système de santé, par exemple? Et la deuxième, c'est est-ce que vous êtes une personne plus à risque d'avoir des complications sévères de la Covid-19? Donc, vous ne l'avez peut-être pas attrapé, vous n'avez peut-être pas développé, vous n'avez pas attrapé le virus et vous n'avez pas développé la maladie, mais vous êtes peut-être à risque. Je peux juste mettre celle d'après. Vous allez voir qu'il y avait par exemple des personnes greffées, des personnes, juste celle d'avant, des personnes qui avaient le diabète, des personnes qui, du fait de l'âge, se sentaient, c'est en amont, juste avant. Des personnes qui ont des problèmes respiratoires, d'hypertension, etc. Donc ça, c'est juste pour vous dire, voici les variables qui peuvent aussi influencer les questions qu'on va voir derrière. Et donc, je laisse Vanessa continuer à partir de ce profil des répondants.
m'entend là? Oui. Ok. Donc, dans les questions que nous avons posées là, lors des 2 itérations, c'était quel est votre niveau de confiance actuel quant à la capacité de recevoir des soins appropriés au moment opportun? Donc, on a eu à peu près les mêmes résultats entre la première et la deuxième itération, hein, avec une différence qui n'est pas du tout significative. Au niveau des arguments qui sont donnés par les personnes qui ont répondu pour pouvoir justifier ce score, on retrouve là des disparités en fait dans les propos qui sont amenés par les personnes qui ont répondu. Donc le système de santé est prêt à affronter la crise. C'est quelque chose qui ressort beaucoup plus lors de la première itération que lors de la deuxième, puisqu'on avait 42% des répondants qui l'indiquaient lors de la première itération et que 21% lors de la deuxième. Et à l'inverse, sur l'argument le système de santé s'adaptera malgré les enjeux, ça ressort plus sur la deuxième que sur la première. Donc voilà, c'est des arguments qui se ressemblent un petit peu, mais pour autant, voilà, ils sont pas dit de la même façon entre les 2 itérations. Donc on retrouve aussi le fait que voilà, certains se sentaient protégés du fait qu'en Bretagne, nous étions peu touchés au niveau du virus, donc 10% et 9% pour les 2 itérations. Et on constate aussi une différence sur l'argument de la pénurie de ressources qui ressort beaucoup plus sur la première enquête, puisqu'on était au début du confinement et que peut-être qu'effectivement les questions matérielles de ressources paraissaient plus inquiétantes au début du confinement qu'à la sortie. Donc voilà, ce point-là ressort beaucoup plus faiblement sur la deuxième enquête. Et juste avant, ouais. Et donc un autre argument qui ressort beaucoup plus pendant la deuxième enquête, c'est les informations contradictoires qui sont données. Alors par toutes les informations, hein, qu'elles soient professionnelles, scientifiques, médiatiques, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu et qui surtout voilà, qui apparaît beaucoup plus à la fin du premier confinement. Et enfin, sur un autre motif qui est évoqué, c'est la crainte des annulations ou reports de soins. Donc là où on avait un petit pourcentage au début du confinement et qui s'est majoré au fil de l'eau, puisque voilà, sur la deuxième enquête, il est beaucoup plus important, 14%. Hein, sans doute que ces craintes-là étaient pas encore voilà, très connues au début du confinement et se sont avérées de plus en plus importantes à la sortie du confinement, où justement les personnes étaient confrontées à devoir reprogrammer leurs soins et avoir des difficultés par rapport à ça. Une question qui a été posée lors de la deuxième enquête, mais qu'on ne posait pas à la première, c'est selon vous, quelles seraient les actions ou propositions qui pourraient augmenter votre niveau de confiance? Dans ce qui ressort majoritairement, c'est la question de la communication. Hein. Donc, on l'a vu juste sur la question d'avant, le problème de communication justement et d'information contradictoire. Et là, ce qui pourrait améliorer le niveau de confiance, c'est effectivement la communication générale qui est donnée aux gens. Hein, voilà, vous avez quelques exemples, dire la vérité sur les réalités de terrain et dire je ne sais pas lorsqu'on n'a pas de données, plutôt que de donner de l'information qui n'est pas fiable ou qui est remise en question régulièrement. Donc ça, c'est un point important qui est ressorti. Ensuite, un autre point qui est ressorti, c'est l'amélioration des dispositifs de protection. Hein, puisqu'à la sortie du confinement, l'inquiétude aussi, c'était de savoir est-ce que les lieux où je vais me rendre vont être sécurisés, protégés, donc effectivement avec des arguments du type les désinfections, l'aération et aussi la question des tests pour dépister plus facilement et être de fait mieux protégés. Un autre point qui ressort aussi, que l'accès aux soins soit possible et les soins reprogrammés, puisqu'on a pu constater qu'il y avait des difficultés sur la programmation des soins, il y avait des suspensions et des reports de soins lors de la question précédente, et donc forcément, pour augmenter le niveau de confiance, les gens manifestent le fait qu'il faut que ce soit plus facile et de reprogrammer ces soins et surtout que ce soit accessible. Et enfin, débloquer des moyens, donc là, à plus faible échelle, puisque voilà, les questions de moyens, ce que je disais tout à l'heure, ont aussi été différents entre le début du confinement et la fin. Mais pour autant, ça ressort aussi comme une action qui pourrait augmenter le niveau de confiance, et notamment sur la question du personnel ou du nombre de lits dans les hôpitaux.
passe la parole à Cathy, hein, qui suit pour les autres questions. Merci Alexandre. Pour continuer sur cette enquête, et il a été posé cette question, quelles sont vos principales préoccupations? Alors, donc là, vous allez avoir la première et la deuxième itération. Donc, la protection, ça n'avance plus. La protection des personnes qui vous sont chères et comment protéger nos parents, nos grands-parents. Ça, c'est vraiment ressorti dans la première itération. Dans la deuxième itération, c'était plutôt comment les protéger, mais surtout comment les retrouver et retrouver nos proches et comment les protéger de leur santé physique et psychique. Le diapo n'avance plus. Voilà, ça y est, c'est revenu. Sur la première itération, nous avions aussi la grosse préoccupation du déconfinement. Quand est-ce qu'elle arrivera? Qu'est-ce que ça va changer dans notre quotidien? Donc, c'était beaucoup plus de réponses à ce niveau-là. Et dans la deuxième itération, ce qu'on a pu croiser, c'est à la fois dans ce déconfinement, c'était retrouver des relations sociales, retrouver une forme de liberté sociale, de reprendre ses activités sportives, peut-être son travail en télétravail. C'était des personnes qui étaient en télétravail retournées au bureau. Mais effectivement, ça aussi inquiétait le fait de retrouver ces relations sociales quant à la contamination. Et une troisième principale préoccupation aussi, vous voyez les chiffres entre la première et la deuxième itération assez semblables sur la qualité des soins et la sécurité des patients. Donc, dans la première itération, c'était plus sur le doute, le respect des règles d'hygiène, la fatigue des professionnels. Et dans la deuxième itération, c'était plutôt de maintenir justement ces règles ces règles d'hygiène tant appris dans la première partie. Et surtout, du coup, une normative intéressante, de ne pas oublier ce que la crise nous a appris. Donc là, ce sont quand même des usagers ou des professionnels qui se sont exprimés dans ce sens. Et donc, effectivement, de reprendre aussi les rendez-vous avec ces spécialistes et saisir donc la situation actuelle comme une opportunité de rencontrer mes soignants, donc les rencontrer autrement et avoir un échange différent avec eux. Et on est bien d'accord qu'on était sur trois principales préoccupations et j'en ai rajouté une quatrième qui me semblait importante puisqu'elle n'est pas de moindre. Elle a aussi eu plusieurs personnes à avoir répondu. C'était sur la relation de soins. Et c'est vrai que elle est dans le paragraphe d'avant, mais je le redis, c'est que les personnes voient les professionnels de santé, les soignants de façon différente, avec une préoccupation de la période qu'ils ont vécue, mais aussi de plus de sécurité par rapport à ces soins. Donc, à la question, ces préoccupations sont-elles différentes de celles que vous aviez au début du confinement? Donc, vous pouvez remarquer que sur la première ou la deuxième itération, donc c'est juste 35%, donc c'est pas énorme ce chiffre. Par contre, ce que je vais développer dans la diapositive suivante, c'est que si on retrouve les mêmes préoccupations, elles sont un tout petit peu différentes dans le fond. Donc, des préoccupations sur la suite, sur l'avenir. Donc, quelle vie après, combien de temps? Sur la première itération, c'était quelle vie on va retrouver est-ce qu'on va pouvoir retrouver nos activités? Et sur la deuxième itération, c'était plutôt de retrouver sa liberté d'aller et venir. Et toujours cette question aussi de l'inquiétude pour autrui. Là, on a l'impression qu'il y a moins d'inquiétude pour autrui, puisque sur la deuxième itération, on est à 6 occurrences. Or, c'est pas tout à fait la même préoccupation. Dans la première itération, c'était la préoccupation vraiment de la capacité de la famille à traverser la crise, l'école des enfants, la santé des parents. Et sur la deuxième itération, c'était vraiment comment on va retrouver nos proches, mais comment on fait pour les protéger de leur santé physique et psychique dans les mois à venir. Ces préoccupations sont-elles différentes de celles que vous aviez au début de la période de confinement? Alors si oui, lesquelles ont changé?
une prise de conscience sur, là on est sur la première itération, la prise de conscience de la sérieuxité de la situation sanitaire, la période épidémique qui s'allonge plus qu'anticipé. Je rappelle, le déconfinement était mi-mai et donc un risque toujours un risque de contamination et comment et surtout aussi est apparu dans la deuxième itération une perspective de seconde vague. Vous voyez, toutes ces personnes étaient un petit peu devins parce qu'aujourd'hui, nous en sommes bien dans cette seconde vague. Et sur le niveau d'information, comme vous avez sans doute pu aussi dans vos vies remarquer, des informations, beaucoup d'informations anxiogènes de la part des médias et contradictoires. Alors, je reprends la suite de la présentation. On m'entend pas? Sur la question, l'épidémie de Covid affecte-t-elle vos soins? Si tu peux afficher la suite. On a une proportion plus importante de personnes qui ont répondu oui sur la deuxième enquête. Donc, on va regarder d'un peu plus près. Voilà. Donc, la question ensuite indiquait de quelle manière l'épidémie affecte vos soins. Donc, dans un des points les plus importants, c'est la rupture de la continuité des soins. Ça c'est apparu dans les questions précédentes. Le problème de la suspension des soins, c'est-à-dire sans savoir à quel moment on va pouvoir les reprogrammer, ou le report des soins qui est programmé mais pour autant qui inquiète, ou des difficultés d'accès à des nouveaux rendez-vous tout simplement. Donc ça apparaît beaucoup au début à la première enquête, mais voilà, c'est encore un point très important sur les conséquences sur l'accès aux soins lors de la deuxième enquête. Ensuite, de moindre mesure, il y a la question du traitement. Alors, sur le fait de pouvoir ajuster son traitement ou d'avoir accès à un renouvellement d'ordonnance. Alors, sans doute lié aussi au fait qu'il y a eu des mesures de prise au fur et à mesure du confinement de façon à faciliter ces questions-là. Mais voilà, c'est un point qui apparaît quand même sur les deux enquêtes, même si beaucoup moins sur la deuxième. Un autre élément qui est avancé, c'est l'accès la qualité des soins et le fait que le sentiment d'avoir la difficulté d'accéder aux soins par le fait de devoir se déplacer avec les contraintes de déplacement qu'il y avait à ce moment-là au niveau des attestations, le fait d'avoir peur de se faire contaminer en allant à un rendez-vous, et aussi le fait de ne pas se sentir prioritaire et d'avoir peur de déranger les professionnels de santé en pensant que voilà, les malades du Covid sont prioritaires et peut-être que moi, en tant que usager, je peux attendre. Et ça, c'est quelque chose qui ressort dans les différentes questions. Et des impacts aussi indirects sur la santé, donc tout ce qui est lié au stress que générait l'environnement épidémique et toutes les questions qui se posaient. Et aussi, pour rejoindre l'autre question que présentait Cathy, c'est-à-dire tout ce qui est accompagnement, et notamment quand on a un rôle d'aidant, ça avait un impact sur le fait de ne pas pouvoir assurer son rôle d'aidant dans les mêmes circonstances qu'habituellement, ou en tout cas de devoir gérer d'autres difficultés en lien avec ça. Donc sur comment imaginez-vous l'évolution des impacts sur vos soins dans les prochains mois? Donc ça, c'est une question qui a été posée uniquement à la deuxième enquête, suite à la fin suite au confinement. Donc, ce qui ressort, c'est donc toujours la question de la suspension et du report de soins. Un certain nombre s'attendent à avoir des difficultés pour pouvoir avoir leurs rendez-vous qui ont été annulés ou reportés. Donc, qui a pour conséquence de fait des détériorations de la santé, puisque le fait d'avoir reporté les rendez-vous, ça a pu augmenter non seulement les symptômes, mais aussi retarder les diagnostics. Donc, une crainte à ce niveau-là. Aussi des peurs et inquiétudes de façon plus générale, c'est-à-dire ce que l'on voit aussi dans la question précédente, c'est est-ce que je dois consulter, est-ce que je peux attendre, peut-être que je ne suis pas prioritaire, voilà, se questionner par rapport au fait d'aller voir ou pas un médecin.
certains qui évoquent le fait de, eux, ne pas avoir du tout de visibilité ou d'idées sur ce que ça va générer sur leurs soins. Donc, certains qui restent positifs en disant, ben, on verra, on s'adaptera. Un certain nombre aussi qui manifestent de la confiance, pour lequel voilà, ils pensent qu'il n'y aura pas d'évolution, ou en tout cas que le système s'adaptera. Et de la même façon qu'il y aura une continuité des soins, que la reprise des activités va pouvoir se faire, des rendez-vous, et que voilà, retrouver une certaine normalité dans son parcours de santé. Donc ça, c'est un élément qu'on retrouve dans les réponses. Donc, pour ceux qui ont un rôle institutionnel relatif à leur expérience d'usager, observez-vous un changement dans la manière dont les professionnels de santé vous impliquent dans les travaux, réflexions et décisions? Donc ça, c'est la question qui était posée lors des 2 enquêtes. Donc, alors, on avait une grosse majorité sur la première enquête qui était beaucoup plus faible sur la deuxième, puisque presque 50% de première enquête et 34% sur la deuxième. Donc, dans les réponses qui sont apportées, alors, apparaît le fait de ne pas avoir été sollicité ou peu sollicité dans la première enquête. Cette notion apparaît peu dans les retours de la deuxième enquête, où les gens ont plus répondu sur le fait d'avoir été informés. Donc, sur la première enquête, beaucoup, la moitié, ont dit qu'ils n'avaient pas du tout été sollicités, que leur établissement les avait oubliés, qu'ils n'avaient aucun contact. On le verra dans la slide d'après, mais sur la deuxième enquête, ce retour-là n'apparaît pas sous forme de sollicitation, mais sous forme d'information, en fait. Par contre, on voit que certains ont été sollicités de manière significative, à 16 et 24% sur les 2 enquêtes, donc une augmentation plutôt positive entre le début et la fin du confinement. Je vais tailler à la suivante. Et en effet, donc sur la deuxième enquête, il y a eu beaucoup plus de représentants à avoir indiqué qu'ils étaient plus informés, donc pas forcément sollicités, mais informés, parce que voilà, certains ont fait la démarche d'aller chercher de l'information. Il y a aussi voilà, eu des différences dans la gestion entre le début et la fin du confinement de la part des établissements, où l'information a été donnée au fil de l'eau, au fur et à mesure, peut-être pas dès le début, mais où c'est arrivé en cours de route. Et donc aussi certains qui ont été informés, mais à la même échelle entre la première et deuxième enquête. Ouais. Et donc juste, voilà, il restait un élément qui apparaît sur la deuxième enquête, qui n'est pas sur la première forcément, puisque ça s'est fait au fur et à mesure du confinement. C'est la mise en place de nouveaux modes de fonctionnement pour faire vivre le rôle institutionnel des usagers, donc avec visio, téléphone, mail, etc. Alors, on ne va pas voir vous. Désolé pour les enjeux de micro, on est dans la même salle, alors il faut passer chacun à son tour les micros et les haut-parleurs. Donc là, on finit rapidement. On n'a pas le temps de vous présenter tout ça. Je peux passer, Cathy, parce que sinon on n'aura pas suffisamment de temps encore. Y aller. Juste, ouais, vas-y, encore juste celle-là, tu me la laisses, c'est la dernière. Avez-vous fait l'expérience d'un service de santé que vous n'utilisiez pas habituellement? Donc là, vous voyez que la majorité des gens, des personnes consultées en tout cas, alors qu'il y en a plusieurs qui manifestaient le besoin, enfin, des besoins complémentaires et autres, n'ont pas nécessairement sollicité, enfin n'ont pas utilisé des choses, des moyens d'avoir des soins de santé ou des services de santé différents. Mais dans ceux qui l'ont fait, il y en a juste un quatrième, si tu peux le défiler, Cathy. Il y a l'utilisation, enfin, la sollicitation d'un psychologue, dans beaucoup de cas même d'un psychiatre, de services sociaux et d'un aidant, c'est-à-dire de solliciter quelqu'un pour demander de jouer ce rôle plus actif dans son soutien au quotidien. Donc, ce qui va être intéressant, après, on pourra vous présenter plus dans le document écrit qu'on fera, mais c'est justement quelles personnes, par rapport à celles qu'on a vues au début, des personnes qui ont été contaminées ou non, des personnes qui sont plus à risque ou non. Donc, selon les situations, quelles sont les personnes qui ont sollicité des services qui n'ont pas l'habitude, c'est aller voir un médecin généraliste pour un service de santé qui d'habitude vont voir au CHU un médecin spécialiste pour cet enjeu. Donc l'objectif de l'enquête, pour conclure là-dessus, c'était d'aller voir à travers ça, vous voyez, on n'a pas le temps de vous présenter l'ensemble des verbatims et de degrés de détail suffisants, mais l'objectif c'était de voir, est-ce que pendant cette crise, quand on était en mi-avril, il faut se remettre en contexte, est-ce que ce qu'on entendait rapidement comme écho, comme enjeux principaux, notamment quand on parlait d'une autre vague qui s'en viendrait, qui serait les impacts du report des soins, des enjeux de santé mentale. Est-ce que c'est des dires ou est-ce que c'est confirmé par des personnes qui sont à des points
d'observation assez intéressant du système de santé parce qu'ils sont dans des milieux associatifs, donc ils voient tous leurs adhérents leur envoyer au quotidien l'information, parce qu'ils sont impliqués dans une cellule Covid en tant qu'usagers ou représentants d'usagers dans un établissement et ils voient donc ce genre d'informations. Et l'objectif, c'était de voir comment ces pratiques de partenariat elles ont été impactées par la période épidémique. Comment on coopérait avec des représentants d'usagers ou des usagers partenaires, comment ça a changé pendant la période épidémique. Donc juste pour vous dire que l'objectif, c'était de vous montrer qu'on peut construire avec une équipe de professionnels comme celle du CAPS Bretagne et des collectifs d'associations comme France Asso Santé et la Maison Associative, ce genre d'initiative dans des périodes pourtant aussi exigeantes, déstabilisantes et incertaines, et aller valider avec certaines personnes des hypothèses qu'on a sur ce qui se passe dans le système de santé pour y aller rapidement et donner une boucle de rétroaction au système de santé. Alors, si vous avez, on vous donnera les résultats détaillés, on en fera une webconférence en tant que telle, on prendra 1 heure, 1 heure et demie pour en discuter tous ensemble en détail. Pour ceux qui sont frustrés par la rapidité ou non d'exemples qu'on vous a donnés, on le refera dans un second temps. Et on vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à tous les trois encore pour ce très gros travail. Alors moi, j'ai effectivement reçu des questions, mais plus en perso. La première question qui est posée, c'est quid de la deuxième vague en fait? Parce que maintenant que vous avez presque fini l'analyse de la première vague, du coup, on se dirait, tiens, ce serait pas mal qu'ils fassent une troisième itération, parce que c'est le mot que vous employez, hein, donc j'en profite pour dire que l'itération, c'est-à-dire que c'est la troisième fois qu'on fait l'enquête. Alors, est-ce que vous avez prévu d'en faire une maintenant ou au mois de janvier, tous les trois? Non, on n'a pas dans l'immédiat prévu de refaire une autre enquête. Moi, je me permets de faire juste le lien avec l'enquête qui existe au niveau de France Asso Santé au niveau national, hein, puisqu'il existe une enquête qui s'appelle Enquête Covid. Enquête Vivre Covid, pardon, qui est une enquête qui se déroule sur 2 ans. Chacun peut s'y inscrire. Il y a un petit questionnaire à répondre tous les mois. Voilà, ça prend 5 minutes, qui n'est pas destiné qu'aux patients malades ou chroniques ou en situation de handicap, même si c'est majoritairement le public sur lequel on souhaite avoir des réponses. Mais voilà, il y aura une autre enquête en parallèle, même si elle ne porte pas tout à fait sur les mêmes choses, mais pas en tout cas sur ce type d'enquête. Pour répondre pour le CAPS, alors ce n'est pas prévu non plus. Ce qu'on a souvent, c'est qu'on est vecteur aussi d'innovation, de proposition. Et dans cette période-là, ça commençait encore peu. L'objectif, c'était aussi de montrer l'exemple en termes de partenariat, de montrer qu'une structure de professionnels pouvait faire ce genre de démarche directement avec des collectifs d'associations, même pendant cette période-là, même si c'était exigeant, fatigant. Et que donc, le seul moyen d'avoir une boucle de rétroaction, c'est d'avoir de l'information du terrain, des usagers, des associations de patients, des personnes engagées dans le système de santé pour pouvoir ajuster nos pratiques professionnelles, c'était de le faire avec eux. Donc, ce qu'on a au moins appris, on ne se relancera pas dans une deuxième enquête de cette nature-là. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que on a essayé de montrer aux autres institutions qui le font à l'échelle nationale, et notamment aux institutions professionnelles, qu'on peut le réaliser, surtout que c'est certainement la voie d'avoir la boucle de rétroaction la plus rapide, parce que cette enquête-là, tout de suite, quand on en a vu les résultats juste bruts, nous ont confirmé tout ce qui s'en venait, ce pourquoi on a mis du temps à se préparer qui est venu. Donc, l'objectif, c'est aussi de montrer que c'est un feedback, un rétexte, un retour d'expérience du terrain qui vient renourrir la pertinence des décisions institutionnelles dans des périodes aussi complexes. Okay. Merci beaucoup Alexandre. On voit bien, là, on a des demandes d'établissement pour faire un rétex régional en fait. Voilà, tu as employé le mot, je pense que ce sera une brique de ce rétex régional. Et en parlant de région, je t'ai posé la question en off, mais j'aimerais bien que tu la partages avec tout le monde pour que tout le monde se rende compte en fait, de la difficulté à aller au bout d'enquêtes comme ça. On a commencé avec 2 autres régions, hein, la région de Marseille et la région de Montréal au Québec. Est-ce que vous avez des retours en fait, de ces 2 régions pour qu'on puisse regarder si les résultats sont communs? Alors donc, pour répondre à cette question, effectivement, on voit qu'il y a un enjeu de ressources dans les milieux où on essaye de faire ce genre de pratique, notamment, je prends l'exemple de CAPS Bretagne, les personnes qui travaillent sur le partenariat usager professionnel, on est à 2 personnes sur 3 jours semaine. Donc, avec toutes les autres missions qu'il y a, les formations et autres, le temps de faire des analyses aussi longues, poussées, c'est plus compliqué. Donc, en termes de ressources, on est limité aussi. On a essayé de faire ces comparaisons-là.
Et ça a été plus compliqué avec le Québec et aussi avec le PACA, alors qu'on est avec des personnes avec qui on s'est déjà travaillé, qu'on a déjà travaillé dans le temps. Donc, ce n'est pas un problème de personne en tant que tel, on y a aussi. Mais justement, la difficulté à coder de la même manière, c'est-à-dire d'interpréter ce qui ressort du terrain d'une même manière, parce qu'en fait, il y avait des réalités distinctes. C'est-à-dire la réalité du confinement et du déconfinement et la réalité épidémique au Québec étaient différentes. Donc, de ce fait-là, il y avait plein de données, enfin, des expressions distinctes qui sortaient et la manière de les coder était compliquée. Et pareil avec la région PACA, où ils sont partis de l'hôpital en tant que tel, avec donc un autre bassin de population et pas des usagers partenaires comme nous. Et de ce fait-là, ça a introduit plus une difficulté dans le travail d'analyse en tant que tel, plutôt que par contre, les questions étaient les mêmes. On a posé les mêmes questionnaires de la même manière, dans le même ordre, mais c'était plus difficile pour la suite. Dans une région commune, par contre, on peut se permettre, ici avec la RS Bretagne, les associations de patients et autres, on peut penser une échelle locale sur des publics équivalents à ce genre de coopération dans le futur. Très bien. Et puis, c'est une occasion. Je pense qu'il y a une personne qui s'appelle Sylvie Calando qui a posé la question si on pouvait les aider dans le milieu de l'enseignement. Mais donc, voilà, comme Alexandre a bien répondu, en fait, on a déjà bien du mal à faire le travail dans le champ sanitaire. Donc, je ne suis pas sûr, désolé, hein, mais qu'on va également aller vous donner un coup de main pour travailler dans le milieu des écoles. Par contre, on peut partager ce qu'on a appris à travers ça, vous donner un coup de main à travers ces retours d'expérience et puis vous orienter vers des acteurs qui sont capables aujourd'hui de faire ça. OK. Donc là, il y a un commentaire. Alors, ARA, dans la Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ça, je pense. Donc, Jean-Marc Charel qui nous dit qu'il y a une enquête du même type qui a été conduite et qui donne à peu près les mêmes résultats. Très bien. Merci beaucoup à vous trois.